De manière très libre, est-ce que vous avez une réaction immédiate à ce que vient de dire Céline, tiens, vas-y, toi. Oui, c'est assez parlant, on s'y retrouve pas mal. Ouais. On s'y retrouve pas mal dans les... Homme ou femme? Homme ou femme, exactement. Oui. D'accord. Start-upper ou pas? D'accord. OK. Alors, comme on est dans le monde de l'entreprise des start-upeuses, je propose qu'on commence tout de suite par nos start-upers et par une start-upeuse, avec Céline, donc, avec qui on s'est entretenu lors de la semaine dernière par téléphone. Et tu m'as dit une chose qui m'a bluffé, qui m'a dit j'ai déprimé quand j'ai signé mon CDI, mon premier CDI. Moi, à mon époque, quand on signait un CDI, c'était yes, c'était champagne. Et là, j'ai déprimé en signant mon CDI. 5 ans plus tard, tu crées ton entreprise. Alors, c'est quoi le chemin pour passer de ce moment-là où j'accepte de manière plus ou moins délibérée de rentrer dans le monde de l'entreprise, au moment où je quitte et que je crée mon entreprise? Et quelle est la place du pouvoir dans ce chemin? Merci Jean-Michel. Avant de vous raconter ma vie, je vais peut-être vous raconter très brièvement ce qu'on fait chez Women Up. Donc Women Up, c'est une association qui a été créée en 2011 par Emmanuel Duez et qui effectivement s'occupe des questions d'égalité et des questions de genre auprès des jeunes générations. Donc cette association, elle a été créée à partir d'un constat et notamment d'études qu'on a menées, une étude internationale sur la génération Y qui s'appelait la Révolution Y et qui était une de ses premières études en fait qui a montré tout ce qu'on vient d'évoquer, donc que Viviane a évoqué, mais aussi tout ce qui a été évoqué juste avant, qu'il y avait une vraie révolution, un vrai changement de paradigme chez ces jeunes générations. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'au final, ces attentes défendues par les jeunes générations, jeunes femmes comme jeunes hommes, sur l'équilibre des temps de vie, sur la flexibilité au travail, sur la recherche de sens, sur la méritocratie, sur la recherche d'exemplarité, en fait, étaient des attentes qui avaient été formulées et revendiquées par les femmes depuis les 40-50 dernières années. Donc on s'est tout simplement rendu compte qu'aujourd'hui, ces jeunes générations étaient un atout formidable pour apporter de la mixité au sein des entreprises et surtout que les politiques de mixité devenaient en fait un facteur énorme de rétention des talents pour ces grandes entreprises qui ne savaient plus comment retenir ces jeunes générations à l'intérieur. Voilà, ça c'est pour la partie Women Up. Donc pour revenir sur ma petite histoire, en fait moi j'ai un parcours très classique d'école de commerce. Donc on a fait tout bien, on a fait son bac scientifique, on fait son école de commerce et puis on arrive, on fait un stage et d'un coup on vous fait CDD, CDI, la voie royale parfaite. Et effectivement au moment où je signe mon CDI, j'ai l'impression de signer mon contrat de mariage. Je me dis ça y est, c'est pour la vie, je suis bloquée, c'est fini. Et j'arrive pas à l'expliquer au début parce que effectivement c'était un peu le Saint Graal et en fait on se dit bon bah c'est bon, on a coché toutes les cases, on est arrivé au bout et du coup après qu'est-ce qui se passe? Après c'est l'appart, c'est la maison, le chien, le mari, etc. Et du coup on se sent un peu pris au piège. Aussi il faut dire parce que quand on fait des parcours comme ça avec des écoles de commerce, on nous envoie souvent en dernière année à l'étranger, donc on fait un espèce d'énorme auberge espagnole où on voit le monde et puis d'un coup on revient en fait à quelque chose qui appartient à un autre temps et on se rend compte que finalement c'est pas notre rêve qu'on est en train de vivre, c'est le parcours qui nous a été prédéfini. Donc toujours est-il que je suis quand même restée 5 ans dans cette boîte parce que j'aimais quand même beaucoup mon métier. Quand bien même, effectivement, on se rend compte qu'on arrive aussi à des postes avec des bacs plus 5 et sur des métiers qui ne demandent pas autant de compétences que ça. Et effectivement, j'ai cherché à bouger de job. J'ai bougé 2 fois de job en 5 ans chez TF1. J'ai eu l'opportunité de le faire, mais ce que je te racontais, effectivement, c'est que le syndrome de la bonne élève, je l'ai incarné pendant pas mal de temps. J'avais un rapport à la hiérarchie, moi, qui tient à mon éducation, et où en fait, j'estimais qu'à partir du moment où il y avait quelqu'un qui était plus haut gradé, on va dire, que moi dans l'entreprise, qui me contredisait, en fait, j'avais tort. Jusqu'au jour où j'ai eu la chance d'avoir une très très bonne manager au bout de 3 ans chez TF1 qui m'a dit, j'ai remarqué que à chaque fois qu'on est en brainstorm, en réunion, tu proposes des idées, à la fin c'est ton idée qui est retenue, sauf qu'en fait c'est jamais toi qui allais la défendre, et à chaque fois en fait j'avais une stratégie d'évitement, comme j'avais pas envie de devoir crier plus fort que les autres, c'est que je prenais mon collègue à côté de moi, je lui disais ce que je pensais faire comme idée et je lui faisais dire à ma place. Et en fait, elle avait repéré ce truc-là et elle m'a dit, à partir de maintenant, tu arrêtes. Tes idées ont de la valeur, ce que tu dis, ça compte, et il faut que tu prennes ce pouvoir-là, il faut que tu te réappropries ce truc-là.
Et ça m'a fait vraiment un électrochoc, en fait. Et donc, c'était la première fois qu'on me disait « tu es jeune, mais tes idées comptent ». Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit je m'affirme et j'y vais. C'est à peu près la même période, d'ailleurs, où je me suis engagée dans Women Up, parce qu'effectivement, il me manquait quelque chose, et la recherche de sens. Moi, je vendais de la pub sur TF1, donc bon. C'était sympa, mais en termes de sens, à la fin de la journée, ça ne vous apporte pas grand-chose. Et cet engagement et cette volonté féministe que j'avais toujours eue au fond de moi, j'avais besoin d'exprimer. Donc j'ai rejoint Women Up en 2014. J'ai fait ça en parallèle de TF1 pendant 2 ans, jusqu'à ce que je me rende compte que je préférais ce job-là à l'autre. Et donc il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, je suis partie de TF1. Mais toujours dans une espèce de quête de légitimité, j'ai repris mes études, donc des études sur le genre, je me suis formée. J'ai mis 1 an avant de dire que j'étais une entrepreneur. Parce que, encore une fois, on manque de confiance. C'est un truc que je vois quand même vraiment chez les mecs qui sont CEO, CTO du jour au lendemain, alors que ça fait 2 mois qu'ils ont déposé leur statut. Moi, ça m'a pris 1 an avant de dire que j'étais vraiment une entrepreneur et que j'étais en train de monter une boîte. Et voilà tout ce parcours-là. Je ne sais pas si tu voulais que j'aborde d'autres sujets qu'on a évoqués. On va y revenir, c'est très... Viviane, tu voulais dire... Prends un micro, par contre, si on peut passer. Comme j'ai le droit de faire trublion, il m'a dit. Mais je vais faire très court à chaque fois. Donc là, j'entends complexe de l'imposteur, complexe de l'imposteur, complexe de l'imposteur. J'entends réseau, j'entends investissement, légitimité, reconnaissance par la hiérarchie et par les dirigeants qui sont pour le moment. Mais c'est en train de changer et très très vite. La génération d'après. Et j'entends, et ça c'est un sujet dont on parle depuis 10 ans, mais il y a encore une étude là, qui est sortie il y a 2 jours qui rend le problème juste aigu, problématique de pénurie des talents, parce que justement nos jeunes ne veulent pas forcément rester, ne sont pas forcément attirés ou captés par ces grandes structures, les cabinets de conseil, les cabinets d'avocats, etc., etc. Oui, parce que tu as dit fidéliser les talents, mais c'est déjà les attirer. Oui. Hein, Et juste peut-être sur le rapport au pouvoir, parce qu'effectivement c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup évoqué. Je pense aussi que ce départ massif des grandes entreprises est aussi un moyen pour nous de pouvoir agir concrètement. Parce que c'est ça qui est à la base du pouvoir, à la base de la notion d'empowerment. C'est justement d'arriver pour les personnes qui n'ont pas accès au pouvoir à récupérer d'une certaine manière cette capacité d'agir, donc qu'elle soit politique, sociale ou autre en entreprise. Et en fait, cet entrepreneuriat massif en fait, chez les jeunes et cette volonté d'entrepreneuriat, c'est tout simplement une manière de reprendre le pouvoir, pas forcément hiérarchique, mais en tout cas dans la capacité d'agir. C'est aussi quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure. Super, merci beaucoup. Thibaut, tu es aussi un créateur d'entreprise. Alors quand on a préparé cette table ronde, tu m'as dit ce que j'ai vu dans le monde de l'entreprise, c'est beaucoup d'ego. Pas forcément de l'égoïsme, mais quoique, beaucoup d'ego. Et puis tu as ajouté, mon driver, moi, c'est pas le pouvoir et c'est pas l'argent. Alors, la question est évidente, c'est quoi ton driver ça a été quoi ton driver pour créer ton entreprise avec tes 2 associés? Et ce serait bien que tu dises un mot aussi sur ce qu'est cette entreprise, ce qu'elle fait, et ce qui la différencie de ses concurrents, parce que c'est quand même assez unique. Alors, je vais essayer de faire court pour Allenvie. Allenvie, on a créé Allenvie en 2016. On veut réinventer l'accompagnement des personnes âgées à domicile. Et pour le faire, on s'appuie sur une organisation différente et qui transforme radicalement le métier, puisqu'en fait, on valorise au maximum le métier d'auxiliaire de vie. C'est des personnes qui accompagnent les personnes âgées à domicile. Et pour le faire, en fait, on reconnaît la responsabilité que ces femmes, puisqu'il s'agit principalement de femmes, la responsabilité qu'elles ont chez les personnes âgées. Et le meilleur moyen de les reconnaître, pour nous, ça a été de créer des équipes autonomes d'auxiliaires de vie et d'envie, donc, qu'on appelle chez Allenvie. Et en gros, chez Allenvie, les auxiliaires travaillent par équipe de 10. Elles sont autonomes, donc elles sont pas managées, elles sont juste accompagnées. Et dans leur temps de travail, finalement, il y a une grande partie qui est dédiée à l'accompagnement des bénéficiaires, et il y a également une partie, qui est dédiée à tout ce qui permet à une équipe de vivre, de grandir. Donc elles se recrutent les unes les autres, elles s'intègrent, elles font leur planning, elles prospectent, elles font le suivi de la qualité de leurs interventions, etc., etc. Et alors, revenons sur la question de ton driver. Si ce n'est pas l'argent, si ce n'est pas le pouvoir, pourquoi faire une entreprise ? Moi, j'ai créé cette entreprise avec 2 copains, et ce qui nous a drivé depuis le départ, c'est vraiment de créer quelque chose qui a un impact sur la société, qui transforme la vie des gens.
Et là, en l'occurrence, avec le métier sur lequel on intervient, il y a énormément à faire, puisque c'est des personnes qui n'ont pas eu la même histoire de vie que nous, qui ont eu très souvent moins de chance que nous. Et donc, il y a énormément de choses à faire. Et ce qui est bien en plus, c'est que pour nous, c'est la voie la plus sûre pour réussir, finalement, parce que plus on va valoriser des personnes dans leur métier et plus le travail, in fine, sera bien. Et moi, effectivement, le but, c'est pas forcément... moi, je suis pas attiré par le fait d'être patron de 100 ou 200 personnes ou 1000 personnes. Moi, c'est pas un truc qui me drive particulièrement. Je m'en fiche un peu, en fait. L'idée, si à la fin de ma journée, j'ai pu faire avancer une cause ou transformer un métier ou améliorer l'accompagnement des personnes âgées, c'est quelque chose qui aura beaucoup plus de sens pour moi. Et après 2 ans, tu mesures cet impact déjà ? Et après 2 ans, oui. Alors, là, aujourd'hui, on est une cinquantaine de personnes chez Envie. On accompagne donc des personnes âgées essentiellement en région parisienne. Et effectivement, on a réalisé une étude d'impact à la fin de l'année dernière pour mesurer justement l'impact social et économique de notre action. Parce que c'est bien beau de faire un modèle différent, mais après, il faut que ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Donc, en fait, on a fait une étude d'impact pour mesurer l'impact social et très concret de notre organisation sur les auxiliaires de vie, donc les personnes qui font ce métier, les personnes âgées et également leurs aidants familiaux. Et on a pu considérer qu'il y avait plusieurs vertus qui étaient très intéressantes. Et on a également calculé, mais ça c'est un peu à part, l'impact économique en termes de coûts évités pour l'État et les collectivités locales, parce qu'effectivement cet impact économique il est également très important. Viviane ? Quand je vous dis qu'il me bluffe, voilà. Quête de sens, on en parlait. Je me suis permis d'écrire dans mon bouquin qu'en fait, pour la très grande majorité de ces jeunes filles et de ces jeunes hommes, créer une entreprise, c'est un acte politique, en fait. C'est un acte politique. Je trouve ça particulièrement intéressant. Là, je mets ma casquette de juriste, ça fait un peu... je la ramène. Je trouve ça intéressant dans le contexte actuel des discussions de la loi Pacte sur la modification de l'objet social de l'entreprise. En fait, c'est cette interpellation de ces jeunes et d'un certain nombre de femmes qui sont plus naturellement avides de créer dans ces secteurs dits de l'ESS. Moi, je crois que l'ESS va exploser et va en fait polariser l'entreprise dite normale, comme l'investissement socialement responsable va exploser et va polariser l'investissement dit normal, et qu'on est à la croisée des chemins, et que ces jeunes nous ont montré le chemin et qui sont en train de faire du lobbying au bon sens du terme, en montrant que plutôt que de créer une association, même si les associations sont importantes, créer une boîte, c'est avoir plus d'impact. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on mesure cet impact, puisque on n'est plus seulement sur l'impact financier et la distribution des dividendes. Il y a plein de signaux qui explosent là, qui montrent que c'est en train de changer et que vous êtes les moteurs du changement. Alors, je vais me tourner vers Caroline, parce que là, on pourrait croire que le seul modèle durable, souhaitable, c'est de créer son entreprise. Mais en fait, Caroline, ça fait 11 ans, ou c'est la 11e année chez Accor. On va dire, tu n'as pas trouvé d'idée pour créer ta boîte, on pourrait carrément se poser la question. Mais c'est surtout plutôt, est-ce que tu as trouvé une baguette magique pour accéder au pouvoir ? Comment ça s'est déroulé ? En fait, là, quand je vous entends tous parler, je me sens extrêmement chanceuse. Et j'ai même un petit sentiment presque de culpabilité, en fait, qui est assez étrange. Je pense que j'ai eu la chance, effectivement, d'intégrer une entreprise qui fait des choses, qui se bouge. Parce que moi, après 11 ans, j'ai toujours pas l'impression que ça fait 11 ans. Et quand tu le dis, ça me fait presque limite peur. Ça y est, ça fait déjà 11 ans. Waouh, j'ai pas vu le temps passer. Je me suis jamais ennuyée. Et quand j'ai commencé à seulement avoir des prémices de je commence à m'ennuyer, mon entreprise Accor Hotel a eu des réponses pour moi et m'a permis de faire autre chose. Alors j'ai pu travailler dans différents pays, j'ai pu travailler pour différentes marques dans des univers qui étaient différents. On m'a fait confiance, à 24 ans, on m'a confié la direction d'un hôtel. Je sortais tout juste de l'école, j'avais jamais travaillé. On m'a dit, on va te donner, tu vas être 4 dirigeants, tu vas diriger un hôtel, tu vas avoir une équipe. À 30 ans, j'avais un hôtel où j'avais 115 personnes en fixe, plus une quarantaine d'intérimaires. Et on me faisait confiance, je gérais plusieurs millions de résultats, et on avait confiance en moi. Et quand j'ai recommencé à m'ennuyer, en me disant, tiens, là, les opérations, c'est sympa, mais
je ferais bien un petit peu autre chose, j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de recul, de vision. Et moi, on m'a dit, bah, tiens, on va créer un truc, là, ça s'appelle le Shadow Comex. Tu vas faire un entretien avec Arantxa et Sébastien. Sois bonne, fais en sorte d'être prise, et tu vas voir, tu vas t'éclater. Sébastien Bazin. Qui est le CEO, d'accord. Tout le monde peut être pas intime. D'accord. Exactement. Et Arantxa qui est ici, donc qui est... Ma marraine, qui est ma marraine en premier, et qui est notre directrice talent et culture. D'accord. Voilà. Et alors, comment ça s'est passé? Tu as été élu, désigné? Comment ça s'est passé? Alors, le premier Shadow Comex, en fait, c'est chaque membre du Comex qui a proposé 2 personnes. Ensuite, on a tous passé un entretien avec donc Arantxa et Sébastien Bazin. 13 personnes ont eu la chance d'être sélectionnées. Je le précise parce que pour la deuxième édition, ça n'a pas été le même mode de fonctionnement, puisque en fait, chaque membre du Comex a eu le droit de nominer une personne, mais chaque membre du Shadow a eu le droit de nominer également une personne. Et c'est ce que je te disais, nous on a été un petit peu... on n'a pas respecté les règles, puisque nous on a décidé au Shadow Comex non pas de nominer une personne individuellement, mais en tant que groupe, de nominer un autre groupe qu'on pressentait pour pouvoir prendre la relève. Donc c'était extrêmement collaboratif. Autant la première année, ça ne pouvait pas l'être puisqu'on était les premiers, autant il y a vraiment eu une transformation dans la façon dont ça a été fait pour la suite. Et alors, cette expérience dans le Shadow Comex, tu m'as dit, c'est à ce jour ma plus belle expérience professionnelle. Pourquoi? Il se passe quoi? On mange bien? On mange bien, mais c'est surtout, je pense que quand j'en discute, les gens me disent « Ah, mais ça devait être génial d'assister au Comex, etc. » Oui, c'est vrai, ça c'était super, mais ce qui fait que ça a été ma plus belle expérience professionnelle, c'est surtout les gens que j'ai rencontrés au Shadow, avec qui j'ai travaillé, et j'ai vécu une expérience humaine, professionnelle absolument incroyable. Pourquoi? Parce que pour la première fois de ma vie, je faisais partie d'un groupe où personne n'avait de territoire à défendre. On travaillait tous dans la même direction. On savait que soit le Shadow Comex, Sébastien Bazin, il en était fier, on apportait quelque chose et il avait envie ensuite de le continuer et de le dupliquer. Soit on n'était pas à la hauteur en tant que groupe et il n'avait pas du tout envie de continuer cette belle histoire. Donc on avait une vraie responsabilité. Les individualités n'existaient plus, on n'en avait rien à faire. C'est pas parce qu'il y en avait un ou deux qui étaient bons que l'expérience serait réussie. C'était vraiment une notion de groupe. Il fallait que le groupe réussisse. Un vrai conseil. Et ça a été extraordinaire de travailler comme ça. Et encore aujourd'hui, c'est une expérience qui m'a tellement fait grandir et qui m'aide au quotidien dans la façon que j'ai de pouvoir travailler. Elle a été extrêmement riche. Et alors, on parlait d'impact tout à l'heure, on parlait d'impact social. C'est quand même une initiative, d'abord, qui est très bonne en communication, et je pense qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Il faut absolument le faire. Mais quel est l'impact, justement, peut-être que les membres du Comex non millennials pourraient le dire aussi, mais ça a changé quoi dans la gouvernance d'accord, le fait d'avoir ce Shadow Comex? Ils vous ont écouté? Alors, je pense qu'au début, ça devait dépendre des personnes du Comex. Certains étaient plus à l'aise que d'autres avec l'idée. Et je pense que certaines personnes, effectivement, se demandaient un petit peu, mais bon, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Et c'est vrai que sur certains sujets, quelque part, il a fallu faire nos preuves. Et je pense que le vrai déclic s'est passé quand on a eu une présentation pour un nouveau projet. Et Sébastien nous a regardé, nous a dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, on était tous membres du Shadow, on dit, vous êtes en train de vous planter, vous ne prenez pas la bonne direction. Et du coup, il y a eu un moment où il y a eu ce déclic et où on a apporté quelque chose, une vision, quelque chose d'autre sur ce projet. Et là, ils nous ont regardés, ils nous ont dit, ah bah oui, ils ont raison les petits jeunes. Ils ont raison les petits jeunes. Et je pense que ça a été un vrai moment où il s'est passé un déclic dans l'histoire du Shadow Comex. Il y a vraiment un avant et un après ce moment. C'est-à-dire que là, vous avez gagné votre diplôme de légitimité? Je pense, oui. Pas auprès de tout le monde. Certains étaient beaucoup plus... non, au contraire, certains, je pense, étaient très emballés par le projet dès le début et il n'y a pas eu besoin de les convaincre. Et puis d'autres, bien sûr, ils avaient besoin, mais c'est normal, ils avaient besoin aussi de comprendre, de voir qu'est-ce que ça pouvait apporter et d'avoir des preuves tangibles. Parce que sinon, c'est juste sympa, on a des petits jeunes qui viennent, qui assistent au Comex, youpi, on discute, mais concrètement, ils avaient besoin de cette partie concrète. Il y a un mot qui a été utilisé par Viviane, j'en ai parlé aussi avec Thibaut, et je sais que et Sarah et Céline y sont sensibles aussi, c'est le mot d'humilité. Voilà. Ça demande une sacrée humilité pour des membres du Comex qui ont au minimum 40 ans, on va dire, peut-être pour les plus jeunes, de dire
j'écoute avec attention, et pas seulement avec bienveillance, mais avec attention et avec respect ce que me disent des plus jeunes. Et vous aussi, en tant que jeune, aussi, ça vous demande une humilité, parce que accéder au sein des saints, comment est-ce qu'on redescend sur terre, d'ailleurs, après ? Je pense que l'humilité, c'est la clé. Pour moi, de toute façon, c'est une des valeurs que je défends le plus en management. Je pense que plus on est humble, plus on est justement ouvert, on peut entendre des choses, et donc plus on peut grandir et prendre les bonnes décisions. Et comment on gère l'après ? C'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile, parce que quand on a eu la chance de participer à des projets stratégiques, de pouvoir avoir un lien, un accès direct à son PDG pour lui dire oh, « moi j'ai une idée, on pourrait faire ça », c'est vrai qu'on reste quand même, Accor reste quand même une grande entreprise. Ce que je suis en train de décrire, c'est quand même une vérité pour 13 plus 13 personnes. Ce n'est pas la vérité de tous les millennials chez Accor Hotel. Ça reste une grande entreprise. Elle fait, je pense que c'est une des entreprises les plus novatrices dans la prise en compte, effectivement, de ce que les plus jeunes générations ont à dire. Mais ça reste quand même un très grand groupe où les processus de décision sont longs, où il y a une hiérarchie, et que quand on a connu l'accès direct à son PDG pour dire « Ah, moi j'ai une idée », et puis on revient à son niveau et qu'il faut repasser par tous les échelons de la hiérarchie, que ça prend du temps, qu'on a plein d'idées, parfois, et ça peut être un challenge à Arantxa pour la suite, comment on fait pour que cette belle initiative du Shadow Comex puisse rejaillir au quotidien, et que tous ceux qui n'ont pas forcément la chance d'en faire partie, mais qui ont aussi plein de choses super à raconter, puissent aussi avoir au quotidien, dans leur travail, l'opportunité de faire valoir leurs idées, d'avoir le droit de se tromper, de pouvoir les tester, les mettre en place, et de vraiment partager le pouvoir au quotidien. Viviane, un mot ? Oui, deux choses. D'abord en France, et je me permets de dire ça parce que je suis professeure de droit européen, donc je suis tout le temps en train de faire des comparaisons sur les systèmes de gouvernance, ce qui se passe sur les femmes ou ailleurs, travailler à Bruxelles. On a traditionnellement un rapport au pouvoir très égotique, très vertical. Moi, j'appelle ça la culture du roi qu'on a tué, mais en fait qui doit rester dans l'inconscient collectif. Et c'est vrai en gouvernance publique et en gouvernance d'entreprise. Et donc, la différence, c'est l'engagement du dirigeant, la vision du dirigeant. C'est pour ça que je me suis permis de dire ça. Et Accor Hotel est un groupe particulièrement intéressant de ce point de vue-là, parce que ce que tu racontes sur plutôt les aspects RH, etc., ils sont aussi formidables, et je ne suis pas payée, hein, sur tout ce qui est RSE, non mais RSE au sens large, engagement, valeur des employés localement dans les hôtels, même à l'autre bout du monde, il y a un vrai engagement. Et donc, le vrai défi pour comment est-ce qu'on répond à ces jeunes à tous les niveaux, parce qu'effectivement, ils n'atteignent pas tous voilà, cette structure de gouvernance ou de pouvoir, hein, parce qu'on va parler de ça. C'est comment est-ce que l'engagement et la vision du dirigeant, qui doit passer aussi par le CA, les COMEX CODIR, se diffusent de manière à ce que, malgré le poids d'un grand groupe et des process qui sont obligatoires, il y ait quand même cette culture de l'humilité, d'écoute, la capacité d'éviter la réunionnite, mais d'entendre les plus jeunes, d'entendre les femmes, d'entendre les autres tout simplement, et de ne pas dire « je suis ton chef, donc j'ai raison ». Et ça, c'est un vrai sujet en France qui est vraiment aujourd'hui, en ce moment, partout. Et si je parle de gouvernance publique, hop, c'est parce que... Ça, une habile passe. En effet, je voulais dire qu'on va changer un petit peu. Le pouvoir n'existe pas que dans le monde de l'entreprise. Il est vrai dans le monde des associations. Il est vrai aussi dans le monde de la fonction publique. Alors, Sarah, je suis vraiment ravi que tu sois là pour porter cette voix. Les autres ont aussi des engagements associatifs, donc ont une expérience. Il y a une gouvernance dans une association. Céline pourra en parler avec Oumenote, hein, puisque même si une association ne redistribue pas de résultats, elle a aussi un modèle économique et elle a aussi un rapport au pouvoir qui est évident. Alors, toi Sarah, tu es très active dans le monde associatif, on l'a entendu tout à l'heure, et puis tu travailles dans la fonction publique. Donc tu as cette charge de porter la voix un peu. J'aimerais savoir comment se concrétise le pouvoir quand on est fonctionnaire. Et puis, quel type d'incidence ça a, en particulier quand on est une femme d'ailleurs? Alors, merci Jean-Michel. J'ai l'impression que mon expérience se situe justement à la croisée du témoignage de mes trois collègues. C'est-à-dire que la troisième voie
compliqué ma vie et celle de beaucoup de mes homologues dans la fonction publique, c'est peut-être d'avoir un peu le syndrome de la bonne élève ou du bon élève selon l'ancien modèle, le modèle très vertical de la répartition des tâches, l'attentisme, on va dire, qui est structuré par la pyramide hiérarchique, etc., avec une nécessité donc de rebondir, de trouver du sens et peut-être de s'épanouir, trouver son leadership a fortiori quand on est une femme, avec des expériences comme celle-ci, mais dans la sphère soit associative, soit politique. C'est-à-dire que, évidemment, que je pense que la fonction publique, bien qu'elle ait des exigences et des objectifs d'exemplarité, notamment en matière d'égalité professionnelle ou de diversité au sens large, on se cantonne à certains obstacles qui font qu'on est beaucoup de notre génération à aller trouver du sens et des possibilités d'expérimentation dans les autres sphères de notre vie privée. Donc je pense que ma vie et mon expérience fait la synthèse des limites qu'ils ont trouvées, qu'ils sont allés créer l'entreprise, et des expériences réussies que vous avez trouvées à l'intérieur de votre entreprise et que nous sommes allés, ou moi je suis allée chercher dans les ONG. Donc l'ONG que je représente aujourd'hui, c'est BPW, et c'est vrai que notre présidente Agnès Bricard est une femme exceptionnelle qui, tout en étant de l'autre génération, pardon Agnès, nous laisse à nous, les jeunes et les moins jeunes, des possibilités pour nous développer, prendre la parole, qui sont vraiment très appréciables et qu'on devrait pouvoir maintenant retrouver dans toutes les entreprises en France ou dans la fonction publique. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Je dirais que peut-être une autre spécificité à ma situation, c'est que contrairement à vous trois, je travaille moi aussi sur la question de l'égalité, ce qui n'est pas votre cas. Donc je vois peut-être plus l'arbre qui cache la forêt, et je vois en quoi on est aussi beaucoup dans un discours positif, de chiffres positifs, alors qu'en fin de compte, la réalité est différente. Alors peut-être qu'à l'américaine, on parlerait de backlash, ça se discute, y compris au sein des féministes. Peut-être qu'on peut dire que bien sûr que pour avancer, il faut des rôles modèles positifs, donc on ne va pas toujours ressasser ce qui ne fonctionne pas. Mais on est peut-être, pour la génération des millénials, dans une tendance actuelle à être dans des micro-régressions selon les sujets, notamment en matière d'égalité professionnelle. Donc heureusement que, comme Cécile a fait Céline, une spécialisation en genre, elle pourra corroborer cela. Dans le modèle de travail, je dirais d'organisation du travail actuel, peut-être à l'exception des grands groupes qui sont vraiment des modèles, je crois qu'on peut encore parler de dimensions un petit peu sexistes ou patriarcales d'organisation du travail, avec une... Pardon ? Le présentéisme, la question des réunions, on a beau dire, on le sait, dans les grandes boîtes, oui, on dit que les horaires de réunion vont être modifiés, oui, la loi s'applique pour les grands groupes, mais d'ailleurs, c'est une question qui a été posée tout à l'heure sur le panel précédent. Quelqu'un dans le public a dit est-ce que on voit quand même de plus en plus de professions se féminiser ? Et j'avais envie de dire oui, mais le pouvoir se décale aussi au fur et à mesure que les professions se féminisent. Donc, et y compris pour notre génération. Donc il y a, je pense, un phénomène d'usure peut-être pour notre génération à connaître le constat des inégalités, notamment dans la sphère professionnelle, et à voir qu'en fin de compte, le problème se décale. Il y a de plus en plus de magistrates, il y a de plus en plus... les médecins généralistes, maintenant, sont à majorité des femmes. Dans le journalisme aussi, dans toutes les professions, il y a de plus en plus de femmes. On est loin du modèle où le pharmacien et l'instituteur étaient uniquement des hommes, c'est-à-dire une profession d'élite à l'époque. Sauf que maintenant, le prestige, c'est d'être... Voilà, tout à fait. Et ce phénomène-là, je pense, entraîne donc une perte de sens, une perte de légitimité pour les jeunes générations et peut-être pour les femmes, y compris les plus diplômées, un retour peut-être à la sphère privée ou un décalage de l'évolution de la carrière. Au lieu de le faire autour des 35 ans, peut-être le faire plus tard, après l'étape de la maternité.
Tu m'as dit que tu voyais un choc générationnel dans le rapport au pouvoir. Alors, je ne sais pas si tu faisais référence à ce que tu vois dans la fonction publique ou en général, mais c'est quoi ce choc générationnel ? Je pense qu'on est persuadé que tout ce qui est bottom-up, participatif, horizontal et pertinent, c'est ce que effectivement on vit. Ça a bien été dit tout à l'heure pour notre génération. Dans les faits, les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, mettent très peu en place ce genre d'organisation. Et je pense que cette contradiction est renforcée à travers les questions de genre, puisque pour les femmes, on a encore plus la position inconsciente ou consciente d'être dans une position de bon élève, d'être dans l'attentisme, d'être toujours sur le modèle de la méritocratie, qui pourtant est paternaliste, voire patriarcale, qui appartient à l'ancienne génération, mais dont on ne sait pas d'effet, puisque donc, même pour notre génération à nous, on ne nous a pas encore inculqué l'audace, le culot, etc. Donc je passe mon temps à rencontrer des femmes de ma génération, et a fortiori de celle d'avant, qui attendent leur tour. Et ça, je pense que c'est un choc des générations, que ça débouche sur un choc des générations, parce que on nous dit, ça y est, c'est votre tour, leadership, donc beaucoup d'injonctions contradictoires comme ça, et en même temps, on n'a pas vraiment un feu vert bien explicite à l'intérieur de l'organisation pour se dire, ça y est, j'ose demander une promotion, une nouvelle place, etc. Tu as utilisé un mot fort quand on s'est parlé, qui était de dire aussi, on est dans un monde féodal encore. Tout à fait. À la fan club à côté. Je pense que cette organisation un petit peu féodale du pouvoir et du travail est aussi une spécificité franco-française. Ce n'est pas gênant de le dire, j'espère. Non. Voilà. On est là pour. Parce qu'on le voit, même avec les femmes qui sont allées très très haut, il y a le syndrome de l'imposteur, impostrice, on l'a dit tout à l'heure, le syndrome qui a été traumatisant de la politique des quotas. Et en France, on considère encore qu'on menace l'universalisme républicain quand on est une minorité, bien que les femmes ne soient pas une minorité. Donc des femmes qui sont là parce qu'il faut 10% de femmes, jeunes ou pas jeunes, au COMEX, parce qu'il faut tant % de diversité, des femmes en politique qui sont là en ayant eu l'impression qu'elles sont là grâce aux quotas, ont l'impression qu'elles sont là grâce à un privilège qu'on leur accorde, parce que c'est ce que les hommes en face leur renvoient, et non parce que c'est un droit. Et la question qui est réglée ailleurs dans le monde, on l'a évoqué aussi tout à l'heure lors de l'autre plénière, de la discrimination positive, quand on l'appelle affirmative action à l'américaine, ça change tout, c'est-à-dire qu'on voit que c'est une mesure réparatrice temporaire. En France, on ne la pense pas du tout comme ça, parce qu'on voit que c'est une atteinte à l'égalité, à l'universalisme républicain. On va commencer à grignoter l'entité générale qu'on est avec des groupes corporatistes, des lobbies. Donc là, quand on parle d'inclusion en général, ça va être les handicapés, les personnes LGBT, les ceci, les cela, donc ou au secours. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui, pour nous, jeunes femmes milléniales, est une évidence, c'est-à-dire qu'on peut aller vers des mesures temporaires réparatrices. Pour l'autre génération, on est vraiment sur un choc des pouvoirs, parce que qui dit horizontal et qui dit corporatisme ou revendication, discrimination positive, dit menace de notre siège. Et on le voit, je peux prendre un exemple très fonction publique, mais avec la réforme, la réduction des métropoles de 28 à une quinzaine, 18 métropoles, un certain nombre de places ont sauté, de communautés de communes ont sauté. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, le pouvoir s'est déplacé, c'est-à-dire que là, qu'est-ce qui échappe aux règles sur la mixité ou la parité en politique ? Ce sont les compositions des conseils communautaires avec des scrutins de liste qui sont différents. Et là, non pas des personnes qui sont élues, mais des hommes qui sont nommés, désignés. cooptés. Voilà, on peut citer beaucoup d'exemples dans ce genre.
le Haut Conseil à l'égalité dont je fais partie s'est emparé de ce sujet-là, justement, parce que c'est une zone grise, quoi, dans laquelle il n'y a rien. Céline, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en fait, j'ai plein de choses sur lesquelles rebondir, donc je vais essayer de faire court et structuré. La première chose, effectivement, sur la bascule du pouvoir générationnel et la nécessité, en fait, justement, d'aller vers plus d'intérêt générationnel, et c'est là-dessus qu'on travaille aussi chez Women Up, déjà parce que le fait d'être une génération Y n'est pas forcément une question d'âge, mais une question d'état d'esprit, comme on a pu le dire. Ce qui se passe vraiment, en fait, et là où il y a des frustrations entre générations, c'est sur l'accès à la connaissance, parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Et effectivement, on est des jeunes générations, Y et Z, qui ont un accès immédiat à la connaissance avec le digital. Viviane t'en parlait très bien d'ailleurs tout à l'heure sur tes cours, où effectivement, on a des compétences et des connaissances qui peuvent être acquises hyper rapidement. On en sait même plus parfois que les générations du dessus sur toutes les questions digitales. Et donc, il faut arriver à créer une espèce de coopération d'ensemble, et pas que du reverse mentoring où des petits jeunes vont aller apprendre aux vieux dirigeants à utiliser les réseaux sociaux et derrière il ne se passe rien. Faut arriver à créer de vrais espaces de partage de connaissances et d'arriver à s'enrichir ensemble de toutes nos expériences. Sur la partie effectivement on va dire transformation dans l'accès au pouvoir chez les jeunes générations, nous on a mis en place un programme en fait au sein de Women Up qui s'appelle La Fusée et qui justement est là pour former des jeunes talents en fait à devenir des leaders égalitaires et des ambassadeurs de la mixité plus tard dans leurs fonctions, parce qu'effectivement ce qu'on remarque c'est que dans nos études ce qu'on a remarqué c'est que les jeunes hommes et les jeunes femmes s'emparent de ces questions de mixité, ont des aspirations hyper mixtes au départ, mais effectivement à partir d'un certain moment ils rentrent dans le moule de l'entreprise avec des codes qui sont encore hyper hiérarchisés, etc. Les hommes prennent des chemins, on va dire, traditionnellement masculins et les femmes des chemins traditionnellement féminins. Donc en fait, nous, on travaille vraiment auprès de ces jeunes-là pour arriver à faire en sorte qu'ils conservent en fait ces aspirations mixtes dans leur carrière et qu'ils en soient même des ambassadeurs au sein des entreprises et qu'ils aillent un peu polliniser en fait avec les entreprises et les organisations avec cette vision des choses. Et dernier point, on a parlé d'associatif. Et effectivement, moi, je pense que les entreprises devraient s'inspirer un petit peu plus de l'organisation associative, même si, évidemment, dans des énormes structures, on est obligé d'avoir des process, etc. Mais sur la gestion du pouvoir, c'est extrêmement intéressant. Déjà, donc, moi, je suis présidente maintenant d'une association. J'ai été élue. J'étais chargée de remplacer Emmanuel Duès, déjà, ce qui était un gros travail. Et c'est l'emblème de la démocratie. En fait, j'ai été élue et je sais qu'ils m'ont élue pour mon exemplarité. Je sais qu'aujourd'hui, ils me suivent parce que je suis exemplaire. Et mon job à moi, c'est d'arriver à les garder engagés. Et on est tous bénévoles, donc je n'ai pas de salaire pour le faire. La seule manière de les garder engagés, c'est d'arriver à leur proposer des projets qui les motivent, d'arriver à partager le pouvoir avec eux, d'arriver à les mettre en valeur, d'arriver à les accompagner, à les soutenir. Et je n'ai rien d'autre que ça pour arriver à les garder engagés, à faire en sorte qu'ils travaillent, qu'ils se motivent et qu'on fasse avancer ensemble les questions d'égalité et de mixité. Thibaut, je voudrais je reviendrai vers toi, sur ce que tu as abordé rapidement tout à l'heure. Je voudrais savoir qui a le pouvoir chez Alenvie. Vous avez créé une entreprise il y a 2 ans. Aujourd'hui, vous avez 50 salariés déjà. C'est une belle réussite sur un environnement qui est particulier. Hein. Qui a le pouvoir? Qui décide? Comment ça se passe si c'est plus féodal? Alors, effectivement, le pouvoir, il est réparti. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de manager et pas de hiérarchie qu'il n'y a pas de pouvoir et que c'est le bazar. Hein. Au contraire, il y a un cadre qui est assez clair. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle une gouvernance partagée qui est mise en place. Alors, en fait, le cadre de base, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est-à-dire qu'au quotidien, en fait, près de 90% des décisions qui sont prises, elles sont prises par les personnes sur qui elles projaillissent après, donc des auxiliaires en l'occurrence, c'est presque toutes les décisions, c'est elles qui les prennent pour elles, donc c'est elles finalement qui ont le pouvoir. Et après, en fait, on ne va pas raisonner en termes de poste, mais on va raisonner en termes de compétences, c'est-à-dire que voilà, la personne qui est au marketing, elle a le pouvoir, ou en tout cas elle a la responsabilité de faire avancer la marque à l'envie parce qu'elle a les compétences au marketing. Après, elle va aller s'inspirer des auxiliaires, de nous, cofondateurs, de différentes personnes au sein de la boîte pour avancer. Mais en tout cas, voilà, le pouvoir, il va être très clairement réparti. Quand on a échangé sur ce sujet-là, tu m'as dit aussi, et ça résonne un peu sur ce que disait
Céline qui parlait de partage de connaissances, toi tu m'as parlé de partage de l'information. L'information, c'est le pouvoir. Et aussi de la question de la transparence des salaires. Vous en êtes où sur ces sujets-là ? Alors, déjà par rapport au partage de l'information, moi effectivement c'est quelque chose que j'avais noté, enfin, voilà, qui m'avait interpellé, hein, mais c'est très personnel dans mes précédentes expériences. L'information, dans les grands groupes, plus on en a et plus on est haut dans la hiérarchie, et donc elle est souvent synonyme de pouvoir. Et c'est vrai que quand on voit d'ailleurs le temps que passe un peu chacun à aller chercher des informations, on se dit que si tout est disponible, ça serait plus efficace. Nous, c'est vrai qu'au début de notre aventure, au moment de créer l'envie, on s'est dit, voilà, il n'y a aucune information, en théorie, qui ne peut pas être partagée. Et là, aujourd'hui encore, nos chiffres, notre BP, là, on est en train de lever des fonds, notre business plan, pardon, et notre levée de fonds, nos objectifs, on les partage parce que ça évite de se poser trop de questions, ça évite d'être dans l'opacité et surtout ça nous permet d'être très alignés et d'être très cohérents entre ce qu'on veut faire et ce qu'on est. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'après, c'est très exigeant hein, parce que si on partage l'info, bah, il faut faire ce qu'on dit après. Donc voilà. Mais c'est très vertueux, en tout cas, selon nous. Et tu m'as dit que vous vouliez avoir une transparence sur les salaires, je crois aussi. Oui, tout à fait. C'est pas très fréquent, ça ? Non, mais après, ça fait partie des choses aussi. Des salaires, c'est des informations à part entière, donc c'est important de les transmettre. Là, on va pas tarder à le faire. On l'a déjà fait en partie. On va pas tarder à le faire pour l'ensemble des postes. Effectivement, même les patrons. Oui, bien sûr. Après, nous, on est ESS et entreprise solidaire à utilité sociale, donc nos rémunérations seront quoi qu'il arrive plafonnées. Et c'est très bien. Enfin, en tout cas, nous, ça fait partie de nos convictions. Et donc, oui, le fait de partager les salaires, c'est pas te justifier, c'est expliquer, voilà, qu'il y a des compétences différentes et que du coup, il y a des rémunérations différentes. Mais ça va en face, en fait, parce qu'on ne peut pas faire uniquement le partage des salaires et s'arrêter là. Ça va en face de l'explication des chiffres de l'entreprise. C'est-à-dire que les auxiliaires, en l'occurrence, on veut les valoriser, donc ça veut dire qu'on veut les rémunérer le mieux possible. Aujourd'hui, elles sont à 15% au-dessus du marché, mais ça reste encore hyper faible parce que le marché, il est au SMIC. Donc, si un jour on peut faire encore mieux, on le fera. Donc ça, en fait, c'est un travail qu'on fait au quotidien avec toutes les personnes de l'entreprise pour leur dire voilà notre compte de résultat, à quoi il ressemble, voilà comment est-ce qu'on se projette et voilà de quelle manière est-ce que les rémunérations pourront évoluer à la hausse, en l'occurrence pour les auxiliaires. Et donc c'est si on arrive à faire ça et à faire ça, alors les rémunérations pourront augmenter. Caroline, je reviens vers toi. Il y a deux questions. D'abord, est-ce que ce type de rapport au pouvoir, de partage d'informations, est-ce que c'est possible dans un groupe international, mondial de la taille d'Accor ? Ça, c'est la première chose. Et puis, d'un point de vue plus personnel, qu'est-ce que cette expérience, ta plus belle expérience professionnelle jusqu'à ce jour, a changé dans ton mode de management, de leadership aussi ? Mais commençons déjà par qu'est-ce qui est transférable dans un grand groupe ? C'est plus compliqué. Forcément, c'est beaucoup plus compliqué et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais je pense qu'il y a plein de bonnes pratiques dont on peut s'inspirer et qu'on peut mettre en place. Et d'ailleurs, c'est ce que Accor a commencé à faire quand il crée un Shadow Comex, quand il décide de mettre plus de transparence, quand on dit qu'on va insuffler du management collaboratif, des choses comme ça. Ça vient directement s'inspirer de ces pratiques des startups. Donc, c'est de l'infusion. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir prendre et puis dupliquer exactement, mais on va pouvoir venir infuser et puis petit à petit changer des choses. Alors, chez Accor, on a une chance extraordinaire et on le voit d'ailleurs, c'est en train de se passer, c'est qu'on a certes le siège, mais on a aussi plein de petites entreprises que sont tous nos hôtels. Et oui. Et nos hôtels sont autant de labs où on peut faire vivre ces nouveaux modes de management. Et en l'occurrence, on le voit aujourd'hui, qu'est-ce qui vraiment porte ce changement et cette transformation managériale et culturelle?
ce sont nos hôtels. C'est le terrain. C'est là où c'est en train de se passer en premier lieu. Pourquoi ? Parce que c'est des structures beaucoup plus à taille humaine. Hein. Certains hôtels, c'est une dizaine, quinzaine de personnes. Ça peut monter 50, beaucoup plus. Mais on a de quoi vraiment recréer et infuser. Et en plus de ça, on a des opérationnels. J'en étais une pendant longtemps, donc je peux parler en leur nom encore un petit peu, mais ça fait plus d'1 an, qui ont de toute façon... qu'ils le savent qu'ils n'ont pas le choix. Parce que quand on voit aujourd'hui comme c'est difficile de recruter en hôtellerie, restauration, on parlait de l'attraction des talents, l'hôtellerie, restauration et tout ce qui est le BTP, aujourd'hui, on souffre dans le recrutement. C'est très compliqué. Autant dans des pays comme l'Asie, quand on dit « je travaille dans un hôtel », c'est un métier qui est valorisé parce qu'on parle plusieurs langues, on est la vitrine d'une grande marque, on reçoit des personnes. Autant en France, on est considéré comme le larbin, en fait. Il y a vraiment une image très négative, très, très négative de ces métiers. Donc, demain, si on veut continuer à attirer de jeunes talents, si on a envie de les fidéliser, forcément, on est obligé de s'inspirer de tout ça. Et nos hôtels, aujourd'hui, sont en train de se transformer et le vivent. Un mot sur l'évolution de ton management, c'est ton expérience ? Moi, j'étais encore dans les hôtels quand j'ai fait partie du Shadow Comex. Et très rapidement, j'ai voulu mettre en place, effectivement, ces instances où j'avais envie que mes collaborateurs, comme je le disais, n'aient plus de territoire à défendre, autre que simplement le territoire de leur hôtel, et d'être d'une équipe qui travaille tous ensemble. Une des premières choses que j'ai fait, par exemple, c'est de transformer le système de bonus de mes chefs de service. Chaque chef de service était incentivé sur son périmètre. Je suis responsable hébergement, je suis incentivé sur le chiffre d'affaires hébergement, etc., etc. Ce qui donnait lieu à des non-sens. Par exemple, si vous avez besoin de renfort au petit déjeuner le matin, vous aviez, par exemple, des personnes des étages, des femmes de chambre qui auraient pu aller donner un coup de main pendant 1 heure ou 2 au responsable petit-déj. Sauf qu'ils n'allaient pas le faire parce que ça allait baisser leur productivité et donc ça allait avoir un impact négatif sur leur rémunération. Donc une des premières décisions vraiment impactantes que j'ai pu avoir, c'est de leur dire maintenant vous oubliez ces bonus individuels, vous vous retrouvez, vous travaillez ensemble et vous me proposez sur quoi vous avez envie d'être incentivé. Et je leur ai dit je vous laisse carte blanche, vous faites ce que vous voulez. D'accord. Transfert d'une méthode. Viviane, tu voulais ajouter quelque chose ? En fait, il y a eu vraiment beaucoup de choses hyper intéressantes évoquées, donc je vais prioriser, donc sacrifier, c'est très dur. La remarque, et j'y suis d'autant plus sensible que je suis moi aussi beaucoup engagée dans le bénévolat, et que grâce à l'ESSEC, parce que c'est quand même une grande école, c'est une structure un peu, très plastique. En gros, on peut inventer des choses et tester des choses. En l'occurrence, le Club Génération Start-Upeuse, c'est du non-profit total. Tout l'accompagnement de ces maintenant 35 projets, et c'est pas fini, se fait par du mécénat collectif, avec du temps que je prends sur moi, voilà, mes week-ends, c'est un choix, quoi, hein. Ça me mange un peu, mais c'est super. Il y a des femmes dans la salle qui ont des postes extrêmement importants, qui ont décidé de me rejoindre dans l'aventure parce qu'elles trouvent qu'effectivement faire de la positive action sur ces start-upeuses qui portent des projets à impact, parce que c'est ces projets-là que j'aide, parce que double peine, ça a du sens. Et donc, l'association, et quand tu n'as pas le levier ni de la hiérarchie, ni du salaire pour inciter des gens mobilisés sur le long terme, c'est un sacré challenge en termes de gouvernance. 2, sur la positive action. Alors, moi, je revendique ça depuis 10 ans. Je suis passée pour une folle à l'époque en France. Je parlais de gender, je parlais de positive action. Je mettais tous les mots anglais parce qu'effectivement, dès que tu les prononces en français, c'est connoté, stéréotypé. On se demandait vraiment de quoi je parlais. Heureusement, les choses quand même sont un peu clarifiées, même si il y a une gender fatigue. Là encore, je l'utilise en anglais. Et qu'il faut faire extrêmement attention parce que non seulement on n'a pas résolu tous les problèmes, mais effectivement, il y a des micro-signaux qui qui m'inquiètent sacrément. Alors, petit saut de côté, un salut, je ne peux pas m'en empêcher, à Agnès. Agnès est une grande dame. C'est devenu une grande amie. Pour la petite histoire, c'est elle qui m'a fait avoir la Légion d'honneur alors que je ne la voulais pas. Et qui est furieuse parce que je ne l'ai toujours pas fait la déco, machin. Donc, toutes les semaines, elle m'appelle. T'as pas le pint comme moi ? Ben non, parce que je n'ai pas fait la truc, là. Oui. Ouais, c'est la mienne. Tout ça pour dire que, donc, voilà, Agnès, c'est une de ces femmes de cette génération. Alors, pourquoi je parle de ça ? C'est très important. Nous sommes des femmes en position
je ne sais pas si c'est de pouvoir, enfin elle de pouvoir, en tout cas de notoriété, de capacité, d'influenceuse. Et notre rôle, c'est un mot qui va être que je n'ai pas utilisé exprès en intro, que je voudrais utiliser en conclusion, c'est la transmission. Et la transmission, elle se fait en portant en lobbying des dossiers macro, des décisions de droit en Europe sur des lois, comme la loi sur le harcèlement sexuel, tu vois. Elle se fait en prenant la tête d'associations, de réseaux d'associations pour porter des choses, parce que notre parole est plus écoutée que celle des jeunes. Et elle se fait en tendant la main aux jeunes, en B2B par du mentoring, ou dans des associations, en jouant collectif, en attirant avec notre nom et notre exemplarité, tu disais, pour que d'autres s'y mettent. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, de plus en plus d'hommes et de femmes, toutes générations confondues, lorsqu'elles ne trouvent pas de sens dans leur entreprise, et malheureusement il y en a beaucoup trop encore, arrivent, je vais parler de bulles d'oxygène, parce que je trouve que c'est une jolie image, l'image de ma fille, elles arrivent à trouver du sens dans leur vie en faisant de l'associatif ou un engagement politique. Voilà. Et je pense que c'est une manière d'attirer la génération d'avant, qui est la mienne, vers vous, pour vous donner la main et faire une dynamique collective et du cross-mentoring, parce qu'on a beaucoup de choses à s'apporter. On cherche à me couper le temps, là, donc je négocie, je viens d'obtenir 5 minutes de plus. Je voulais revenir vers toi, Céline, parce que j'aimerais quand même, jeune et genre, ça va... je voudrais savoir si ça sonne la même chose. Et Céline, quand on en a parlé, on a abordé ce sujet-là. Est-ce que jeune pouvoir femme, jeune pouvoir homme, c'est la même chose dans ton expérience ou dans ton ressenti ? On a parlé de ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce je que l'avais tu noté veux en que tout je cas. Non, mais on est égalitaire dans le pouvoir, dans le rapport au pouvoir entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. En fait, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que j'ai dit un peu trop vite sur effectivement le fait. Déjà, on en vient des stéréotypes de genre, on va dire. Un peu basique sur, effectivement, encore une fois, la fille qui est éduquée à être bonne élève et le garçon qui est éduqué à être turbulent et à être courageux, etc., à prendre la parole sans qu'on lui ait donné. Et ça se répercute évidemment plus tard dans l'entreprise. Donc je pense que ça rejoint aussi ce que je disais sur le fait que moi j'ai mis 1 an avant de dire que j'étais entrepreneur en train de monter une boîte parce que je me sentais pas légitime de le dire. Et effectivement des jeunes mecs, moi qui évolue là maintenant dans l'entrepreneuriat, après c'est certainement pas valable pour tous, mais effectivement je rencontre des jeunes entrepreneurs qui au bout de 3 mois sont déjà CEO, CTO de leur start-up, etc. Et ça interroge aussi le mythe qu'on a construit autour de l'entrepreneuriat et de l'image de l'entrepreneur qui en plus est construit par des mecs avec cette espèce de mythologie de je fais mon truc dans mon garage, c'est des choses en fait qui perdurent encore aujourd'hui. Alors que moi déjà effectivement ma boîte en plus n'est pas une start-up, donc je suis pas dans mon garage. Si j'avais les moyens de me payer un garage, je me paierais un bureau en fait. Donc je travaille de chez moi, etc. Et donc en fait il y a une réalité derrière ce mythe-là auquel certainement l'entrepreneuriat féminin ne correspond pas. Enfin d'ailleurs je déteste l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat des femmes ne correspond pas, et où effectivement on a un modèle en fait auquel les hommes essayent de calquer. Et pour revenir, en fait, parce que je vais remettre une couche sur les mini backlash qui sont en train d'arriver et qui sont tout à fait vrais. Avec Women Up, en fait, effectivement, ça fait 2 ans qu'on est sorti de la sphère de l'entreprise et qu'on travaille sur l'aspect sociétal de l'égalité femmes-hommes, parce qu'avant les mouvements MeToo, Weinstein, etc., on avait eu nous aussi des affaires comme ça en France, pour ne pas Denis Baupin et compagnie, pour ne pas les citer. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas eu de réaction du tout. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas des actrices comme Rose McGowan, etc. Nous, on a Catherine Deneuve et ses comparses. Et du coup, il n'y avait pas eu de mouvement massif à ce moment-là. Et donc, effectivement, là, on est dans une mouvance qui est en train d'avancer. Mais nous qui sommes dans des combats qui sont tout à fait mixtes et qui parlons avec des hommes et des jeunes hommes, c'est devenu très, très compliqué depuis MeToo de parler avec eux sur ces sujets-là. Balance ton porc, c'est un peu devenu le point Godwin du féminisme et de l'égalité femmes-hommes. Dès qu'on enclenche en fait ce sujet de l'égalité avec des hommes, on nous sort le balance ton porc comme si c'était un affront qui leur avait été fait. Et effectivement, on se rend compte que
et ça c'est normal, et c'est effectivement ce qu'explique le backlash, c'est qu'à partir d'un moment où il y a un mouvement progressiste qui avance, il y a forcément des mouvements contraires qui tirent dans l'autre sens, et c'est exactement ce qui est en train de se passer sur l'égalité femmes-hommes. On se rend compte que des mouvements masculinistes sont en train de progresser de plus en plus, qui sont en train de s'institutionnaliser, de se politiser. On se rend bien compte aussi qu'il y a des mouvements populistes qui sont en train de se développer partout en Europe et ailleurs. Donc effectivement, il y a une vigilance à avoir sur ce sujet-là. Et donc désolée, je me suis écartée du sujet du pouvoir, mais je pense qu'on se rend compte aussi que ça touche les jeunes hommes qui se retrouvent un peu perturbés. Et donc nous, on est en train de mener un travail sur la virilité, sur la reconstruction de la virilité, sur le rapport au pouvoir. Parce que dans notre étude de 2013, qui effectivement était focusée sur les jeunes hommes, on s'est rendu compte que les jeunes hommes étaient restés spectateurs de ces progrès égalitaires, qu'ils avaient un regard sur les jeunes femmes, qu'ils voyaient progresser, qu'ils voyaient gagner en autonomie, en émancipation, mais qu'eux étaient restés dans des stéréotypes et des positions, des schémas, oui, très archaïques et très virilistes, traditionnels. Et on se rend bien compte aujourd'hui qu'ils sont tout à fait perdus, en fait, par rapport à cette redéfinition du monde qui est en train de s'égalitariser, et qu'il faut aussi leur redéfinir une place. Et ça passe par déconstruire les stéréotypes liés à la masculinité et à la virilité. Et c'est le rôle des grandes écoles et des facs. On doit les... Alors, dernière question particulière avant de passer au général, pour Sarah, parce que en fait, dans cette histoire de pouvoir, tu l'as évoqué tout à l'heure un peu, c'est quoi les injonctions qui sont faites particulièrement aux femmes autour de questions d'assertivité, de leadership, et dans ce backlash que tu avais évoqué, sur lequel Céline vient de rebondir? Je ne sais pas si c'est à ça que tu penses, mais ce à quoi je pense moi... C'est ça qui m'intéresse, ce que tu penses toi. Vers quoi tu voulais m'amener? Je pense qu'il y a une tendance à resserrer la responsabilité sur l'individu et non sur le niveau macro, ce qui est en deçà en fait un aveu d'échec du collectif, on va dire des pouvoirs publics, à faire avancer l'égalité, non pas comme une question de droit, on la resserre comme une question, un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, de privilège, ou, alors ça on l'avait dit en préparant la conférence, on est issu de 10 années là où on associe vraiment la question de l'égalité de l'égalité femmes-hommes à la question de la performance. Alors, pour moi, c'est tout à fait pertinent, mais on avait dit en préparant cette table ronde, qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas dans une structure qui soit un des indicateurs de performance, soit les a, mais ne les utilise pas, n'en conclut pas à la pertinence de la mixité, quelle qu'elle soit, et en l'occurrence femmes-hommes. Donc ça, c'est un premier point. Je crois que comme on est passé d'un niveau collectif macro à un niveau de responsabilité individuelle qui est tout à fait dans l'air du temps aussi sur d'autres questions, sur l'écologie, etc. Bon, les femmes se retrouvent avec le poids individuel de leur responsabilité face à tu gères ta carrière, en priorité tu en paieras les conséquences, ou tu fais le choix de la maternité, tu en paieras les conséquences en termes de carrière, voire on avait dit tu choisis peut-être pas le super conjoint, mais tu penses que tu vas pouvoir le redresser en cours de route, c'est également ton problème. Donc ça, je pense que c'est une injonction paradoxale qui est très difficile à porter pour notre génération, d'autant que, alors c'était peut-être une notion qu'on avait dit qu'on aborderait aujourd'hui, c'est la notion de dirty floor versus égalité, politique d'égalité élitiste. Je pense que notre génération est un petit peu, malheureusement, plus spectatrice que partie prenante de discours pour l'égalité qui visent l'élite. Alors, on pourrait dire que peut-être qu'on a la chance d'en faire un petit peu partie. Maintenant, quand on est la femme lambda, soit du point de vue de sa classe sociale ou de son emploi, alors on voit les discours sur les femmes des CAC 40, les grands groupes ou les start-upeuses qui ont pris la tangente pour contourner le problème de ce qu'elles n'arrivent pas à voir advenir dans leur grand groupe. Qu'est-ce qui se passe? On voit que les politiques d'égalité pro ont comme cible les femmes d'un certain niveau ou les hommes, soit en tant que pères super cool qui prennent leur congé paternel, soit les hommes qui sont en position de responsabilité type manager. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour cette frange de femmes qui travaillent dans des entreprises normales, les TPE, les PME, qui constituent 80% du réseau d'emploi en France et qui ont
en plus, elles, des positions, on va dire, normales. Elles sont un petit peu dans le vide. Ça, je ne sais pas si c'est à ça que tu pensais, mais ça renvoie un petit peu aussi à ce tissu d'injonctions paradoxales qu'on a. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est, très rapidement, peut-être sur la notion de backlash et de backlash, on a de gender fatigue, c'est ce que je voulais dire. On a aussi un retour, un contournement de la question de l'égalité pour notre génération, comme étant pensée comme une question de droit. Avec, on la contourne en l'amenant, donc, je l'ai dit, comme un privilège. Comment dire, on va considérer que les femmes donc, sont en responsabilité de faire advenir leurs droits. Si elles n'ont pas la performance dans l'entreprise, c'est leur problème, c'est à elles d'aller le prouver. Attendez, je voulais reprendre une... Préparez vos questions pendant ce temps-là. Désolée. Voilà. Je voulais en terminer par citer Françoise Lhéritier, en fait, tout simplement. Quand on parle de backlash ou de gender fatigue, on amène, je trouve, dans les structures privées ou publiques, de plus en plus les femmes à sortir du handicap qu'est le fait d'être une femme en le revendiquant comme un atout. Et ça, c'est une pente glissante qui, je pense, nous amène à renforcer les inégalités au titre de la nature, alors qu'en fait, on devrait sortir des inégalités au titre de la culture. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler un revival du discours essentialiste. Et pourquoi c'est en voyant Françoise Héritier que je repense à cet argument. Elle nous dit bien que, en fin de compte, un leader femme n'a pas des qualités fondamentalement différentes qu'un leader homme. Sauf qu'on n'est pas du tout dans le discours actuel quand on pense à ça. Et juste une citation, une grande femme politique française que pourtant je respecte par ailleurs, qui avait dit, c'est une illustration parmi d'autres, si Lehman Brothers s'était appelé Lehman Sisters, peut-être que la faillite n'aurait pas été telle qu'elle est. Bon. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'études de sciences politiques sur les femmes font-elles de la politique autrement. Donc on voit que derrière pour contourner la question là où on devrait arriver, c'est-à-dire l'égalité de droit, on passe par l'égalité dans la différence, donc la pente naturaliste essentialiste. Voilà. Des tonnes de questions qu'on n'a pas pu aborder, mais je voudrais me tourner tout de suite vers la salle, sachant que pendant que vous vous levez et qu'on va vous apporter un micro, il y avait quand même une question fondamentale que j'aurais aimé lancer, qui était le rapport entre le sexisme et le pouvoir. Parce que le sexisme, je sais, c'est ça. Vas-y, je t'avais dit qu'il fallait que tu le dises, donc vas-y. Et après, on y va. Sexisme et pouvoir. Je vais être très rapide, et il s'avère que c'est un truc que j'avais pas du tout vu venir, parce que je pensais que dans une grande école comme l'ESSEC, on pouvait aider des jeunes filles à s'armer pour négocier mieux leur salaire et leur carrière. Et ça fait 4 ans qu'on fait ça. Mais avec l'opération Balance ton port, on a vu arriver, et c'est arrivé sur mon bureau, parce que je suis la référente égalité femmes-hommes de l'école, parce que l'ESSEC a signé la charte égalité, et que moi j'ai dit, on fait quoi ? Il y a des jeunes filles qui se sont plaintes de harcèlement, de dérapage, etc. J'ai l'autorisation de mon DG, qui est un mec super, un Italien, de faire un vrai plan de bataille, qui a commencé le 15 mai, en engageant les étudiants, parce que ça ne doit pas venir du haut, ça ne sert à rien. Et en fait, j'ai un groupe d'étudiants, majoritairement de garçons, qui a accepté de rédiger avec moi une charte de respect d'autrui. On n'est en train de pas parler uniquement des filles et des garçons, on est en train de parler des homosexuels, des personnes en situation de handicap, voilà. D'arrêter cette culture, on va dire, tolérante à je raconte tout et n'importe quoi, notamment quand j'ai un verre dans le nez pendant les soirées. Et donc, il y a des étudiants qui se sont proposés pour faire signer cette charte, et c'est le BDE, c'est les étudiants qui parlent aux étudiants. On a formé le 15 mai avec des sexologues, des psychologues, et on va continuer à les coacher. Comment réagir quand on est témoin d'un dérapage ? On forme les jeunes filles à réagir, y compris avec des cours de self-defense. Moi, je m'en fous, j'y vais. Et l'idée, c'est qu'à la rentrée, tout étudiant qui va rentrer à l'école, quel que soit le programme, va devoir lire cette charte qui a été co-élaborée par une juriste
moi et nos étudiants, qui a été voté, on la votera en début septembre, et ils signent, et c'est un engagement que feront respecter les ambassadeurs pour éviter le sexisme ordinaire à l'école. Et j'en suis pas revenue au mois de septembre quand j'ai eu des plaintes, mais après je me dis, on se retrousse les manches, parce que c'est ce que tu disais, non, on n'a pas fini. Et ces jeunes-là, s'ils sont sensibilisés à l'école, peut-être qu'on a une chance qu'en entreprise, ils soient moins pris au piège de allez, on y va. J'espère que tu auras. Il faut que je tienne sur la durée. Partageras avec d'autres écoles parce que ça devrait être. C'est l'idée de partager les bonnes pratiques. Je me tourne vers vous. On a le temps pour 2 ou 3 questions grand maximum. Alors, on a une question ici tout de suite. Bonjour. Moi, j'ai une question un peu personnelle à poser. Aux femmes autour de cette table, parce que vous avez un petit peu répondu à la question de savoir si la génération des millennials est plus ou moins égalitaire que celle d'avant en parlant du fameux backlash, est-ce que vous-même, en tant que femme, vous avez connu des situations de sexisme qui vous ont empêché, freiné dans votre carrière ou dans votre entrepreneuriat, etc. Et notamment de la part d'hommes de la même génération que vous? Caroline? Moi, ma plus grande difficulté à gérer, ça a été ma maternité. Simplement. Puisque quand on est à un poste où on a du pouvoir et qu'on a cette horrible maladie d'avoir un enfant et qu'on ne va pas pouvoir être là pendant quelques temps. Et ça dure derrière en plus. Et ça dure derrière. Les hommes ont encore aujourd'hui des réactions qui sont vraiment très surprenantes. Et les femmes aussi d'ailleurs sont dures. Ouais. Céline, Sarah? Moi, j'ai eu des écarts de salaire par rapport à un jeune homme qui avait en plus un peu plus de compétences que moi sur le digital, mais 2 années d'expérience de moins que moi sur le métier. J'étais payée moins que lui, donc avec ma super manager que j'ai eue, elle m'a obtenu une réévaluation de salaire. Mais sinon, oui, j'avais quasiment un des salaires les plus bas en fait, de l'entreprise pour mon grade en tout cas. Et sur l'entrepreneuriat, pour le moment, mon principal frein, c'est moi-même, en fait, parce que effectivement, toutes les questions de légitimité, de confiance, etc., quand vous êtes tout seul face à votre boîte, c'est compliqué. Et après, oui, moi, je travaille en plus sur les questions de mixité, donc je vais taper à la porte des entreprises et je vois forcément des personnes qui sont assez haut placées. Et effectivement, quand on est une petite jeune femme de moins de 30 ans qui a un rendez-vous avec le DG, il y a toujours des questions qui se posent derrière. Sarah? Oui, bien sûr. Donc, des expériences de sexisme à l'appel, je vais les prendre par ordre chronologique parce que sinon, c'est impossible d'en tirer une du paquet. La dernière, pour moi, c'était il y a 15 jours. J'ai un entretien à la demande d'un homme qui est en position de responsabilité. Qui au cours de l'entretien me demande si je suis mariée, qui se rattrape en me disant oui parce que j'ai remarqué sur mon précédent poste que les femmes mariées avaient une manière différente d'aborder leur travail. Et pourtant, avec tout ce que je pense, j'en suis restée bouche bée. Je n'ai pas eu la répartie pour lui répondre. Et quand on s'est quitté, il a en plus renchéri en me disant voyez quand même, il était à la demande du rendez-vous, voyez quand même... comme quoi on est bien différents. Si le rendez-vous avait été avec un homme, on aurait pris la température, parlé de notre vision du travail. Avec vous, on est directement rentré dans 15 dossiers à la fois. Je lui disais, mais alors là j'en étais encore plus bouche bée, mais je lui ai quand même répondu. Je pense que la différence entre hommes et femmes, c'est le manque de temps, en fait. C'est que juste, je n'ai pas le temps que son copain aurait eu. Et qu'on n'était pas là pour boire un café. Voilà, donc et pourtant, avec ce qui est écrit sur mon front, il s'est quand même permis de me dire ça. Oui, alors ça, par contre, des trucs comme ça, moi aussi, j'en ai tout le temps, surtout comme je suis sur le sujet de la mixité. Sur 1 heure de rendez-vous, les 20 dernières minutes, c'est toujours le mec qui vient donner son avis, genre, mais quand même, on est différents, voilà. Donc... Oui, et donc ça part sur mais moi, ma cousine et mes enfants, et je vois bien, machin. Et donc en fait, on met au même niveau des années d'expertise et un rendez-vous qui vient de se jouer sur faire progresser la mixité avec ma cousine et mon cousin. Et c'est toujours assez déstabilisant parce qu'effectivement, on ne sait pas trop comment réagir. C'est un peu le moment où vous pouvez perdre le rendez-vous aussi. Donc il faut être très, très pédagogue. Voilà. Oui. Une dernière question ? C'est pas lié à l'âge ? Ah ouais, d'accord. Ah oui, je pense que sur ces sujets-là, oui, c'est...
Alors pour le coup, j'ai pas de questions, mais je voudrais témoigner. Alors je suis Caroline Dujardin, présidente de BPW section de Lille. J'ai eu l'honneur d'être invitée à l'EDEC à Lille à l'occasion du 8 mars pour intervenir en tant que, pour parler de l'égalité homme-femme dans le monde professionnel. Et sont arrivées beaucoup de questions concernant la maternité où les étudiantes se posaient la question. Alors moi j'ai un parcours qui est une vingtaine d'années au sein de la Marine nationale, donc pour le coup je peux parler de la mixité ou en tout cas des propos sexistes ou genrés ou tout ce que vous voulez, ça je peux dire que là j'ai développé une expertise, mais pour le coup quand on arrive dans le monde civil où on se dit vivement que je quitte pour avoir enfin une vie normale et qu'on se rend compte qu'en fait c'est exactement pareil dans la vie civile, et j'expliquais aux jeunes filles de l'EDEC que bon sang, quand est-ce que les femmes vont commencer à prendre cette maternité comme une vraie force, une maternité vraiment positive, c'est pas un handicap, c'est vraiment... apprenez à négocier avec un enfant de 4 ans, je vous garantis que vous gagnez en expertise dans votre boulot. Non mais c'est vrai, vous n'êtes pas d'accord? Quand on essaye de comprendre, ça nous ouvre l'esprit, on gagne en gestion de stress, on gagne en plein de choses. Il y a énormément de thèmes où on peut positiver la maternité et faire en sorte que ce soit un vrai atout au sein des entreprises et qu'on gagne dans notre valeur. Voilà, je voulais dire ça. Merci. Merci beaucoup, merci.